C'est deux. Anne, c'est à vous. Madame la présidente, merci. Alors, effectivement, et on peut espérer que les choses progressent, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Samantha. Dans des questions au gouvernement, il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a répondu en disant, qu'en concluant son propos, en disant que les Français à l'étranger n'étaient pas des Français à part, mais des Français à part entière. Donc on voit qu'on progresse un tout petit peu. Donc ça, c'est bien, c'est une excellente chose. Alors, s'agissant de la fiscalité, je vais répondre un peu à plusieurs personnes en même temps. Je voudrais juste citer des chiffres qui sont quand même assez parlants, je pense. Les contribuables, d'abord, il est extrêmement difficile de savoir si, parmi les contribuables non résidents, combien sont français, combien sont non français, car quand on remplit une déclaration de revenus, on ne précise pas sa nationalité. Donc, on ne sait pas. On sait simplement qu'on a, passant par le centre des impôts qui traite les non-résidents, 230 000 dossiers fiscaux de particuliers, parmi lesquels, vraisemblablement, ils estiment environ 80% le nombre de Français, mais ce n'est pas certain. Et c'est juste pour dire que ces 230 000, parmi lesquels 80% de Français, ça représente, et en étant extrêmement généreuse dans mes calculs, 0,6% des contribuables. Mais l'impôt qu'ils rapportent à l'État français, c'est 1% de l'impôt sur le revenu. Donc c'est juste pour vous dire que les Français à l'étranger, du fait du barème non résident qui leur est appliqué, qui de plus est défavorable aux petits revenus, qui payent beaucoup plus, qui pour beaucoup serait non imposable en France et se retrouvent avec une imposition minimum de 20%, ce qui est quand même considérable. Et je parle là de gens qui ont des revenus de l'ordre de 1 200 euros par mois, hein, je ne parle pas de grosses fortunes, et sans patrimoine particulier. Donc 0,6% des contribuables, 1% de l'impôt sur le revenu. La différence est quand même assez notable. Et autre chiffre, puisque vous m'avez un petit peu interrogé, alors la sociologie, Frédéric Petit en a un petit peu parlé, mais je voudrais juste dire que en termes d'impôt sur le revenu moyen qui est payé en France, c'est 1800, je vous ai dit, le 1%, vous n'oubliez pas le 1% de l'impôt sur le revenu, c'est 1800 euros à peu près en France pour les résidents fiscaux, et c'est 3000 euros pour les non-résidents fiscaux. Donc on passe du simple au triple. Et pourtant, quand on regarde le revenu fiscal de référence, on a une grosse surprise. Si le moyen en France est à 26 000 euros à peu près, un petit peu plus, pour le non-résident, son revenu fiscal de référence tombe à 18 000 euros. Donc c'est juste pour vous s'exprimer là à nouveau le fait qu'on voit bien que la facture fiscale est très lourde quand on est à l'étranger. Donc quand j'entends des tas de personnes s'émouvoir et dire qu'on va aller taxer les exilés fiscaux ou les expatriés, c'était même écrit, ça me fait un petit peu bondir. Parce qu'il faut savoir de qui on parle, de quoi on parle. La sociologie est variée et le spectre est suffisamment large pour qu'on ne puisse pas nous mettre tous dans le même panier et avoir cette approximation qui est de vouloir taxer les expatriés. Ça n'a aucun sens, aucun sens même sociologique par rapport à ce que nous sommes à l'étranger. Alors, du coup, je pense avoir en partie répondu à Nicole Triss et juste ajouter que dans les mesures que je proposais, c'est vraiment cette convergence qui permettait aujourd'hui, on a beaucoup de pays avec lesquels la France a une convention de transparence fiscale, et donc avec tous ces pays avec lesquels l'échange d'informations est possible, il est donc tout à fait possible d'envisager une convergence des modes du calcul de l'impôt, que chaque fois le barème des résidents soit appliqué aux non-résidents, mais à condition qu'il y ait un échange d'informations fiscales et que donc la totalité du spectre de la fiscalité française puisse s'appliquer aux non-résidents, c'est-à-dire les déductions de charges, tout ce qu'on appelle les niches fiscales, simplement peut-être peut juger qu'effectivement la prise en charge du jardinier, du tuteur pour enfants à Bangkok, ça ne fait pas sens. Mais en revanche, la pension de retraite d'un parent âgé dans un EHPAD, pas la pension de retraite, la pension que l'on verse à un parent âgé dans un EHPAD, ça, c'est autant d'allègement de la charge pour l'État français si la famille peut y contribuer. La rénovation énergétique d'un logement, je donne toujours l'exemple d'un immeuble de 6 étages, s'il y a un non-résident qui se trouve au 4e, pourquoi est-ce que lui n'aurait pas des incitations à faire isoler son logement donc le 5e le fait, le 3e le fait, lui au 4e, il n'habite pas en France. Ah ben non, il n'a pas de possibilité de rénover son logement, donc on peut se poser la question de la pertinence. Encore une fois, et ça répond aussi à une autre question, nous avons un certain nombre de ressortissants qui ne sont pas inscrits sur les registres. Mais pourquoi ? Parce que dès que dans leur pays, et je vais faire le lien avec ce que je disais juste avant, il y a une certaine forme de stabilité, de sécurité,
on ne voit pas pourquoi on s'inscrirait. Et c'est l'exemple à Bruxelles, à Londres, on n'en comprend pas tellement l'intérêt, ou même chez moi à Singapour, nous sommes officiellement 14 500 et en réalité on est probablement 20 000 parce qu'on se sent en sécurité, on ne voit pas tellement l'intérêt, on se dit ah tiens, il y a un vote, ah tiens, j'ai besoin d'un nouveau passeport, là on va s'inscrire, mais sinon on ne le fait pas. Et du coup, il y a un certain nombre de ressortissants, en revanche, qui sont dans des pays avec une certaine forme d'instabilité, d'insécurité, et qui là vont du coup avoir un logement, quelque chose en France qui est un peu leur sécurité, leur matelas de sécurité. Ça a été ou qui vont hériter, enfin, mais qui ont pu prévoir en se disant, c'est jamais, je peux être amené, on va aller sur la Côte d'Ivoire il y a quelques années, où un nombre très important de Français rentraient brutalement en France. Ceux qui avaient un logement en France, c'était une sécurité. Donc ce logement à ce moment-là n'est pas un pari spéculatif en rien, c'est juste la sécurité pour pouvoir juste rentrer chez moi et être hébergé correctement. Donc du coup, c'est important de le prendre en considération. Il y a toute forme de possession d'un bien immobilier, mais celle-ci en fait partie et on doit aussi la prendre en compte. Donc encore une fois, nos profils sont très très variés. Il est parfois difficile d'avoir des informations précises et vérifiées et il faut bien avoir à l'esprit qu'une partie du travail de nos postes diplomatiques, c'est aussi la lutte contre la fraude documentaire, donc il ne faut pas la mettre de côté, ça peut exister, mais encore une fois, c'est une petite minorité de personnes et on a suffisamment d'échanges d'informations directes entre États pour pouvoir vérifier ce qui est affirmé et éviter les fraudes et les détournements. Alors, je voudrais juste lister mes questions. Tout bien que nous possédons en France est considéré comme une résidence secondaire, quelle que soit la façon dont on l'utilise. Alors, Frédéric qui parlait des divorces à l'étranger. Alors, je voudrais juste dire un mot justement. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'information de nos administrations françaises, un exemple, la justice française, si elle pouvait être informée, avertie des particularités de l'interculturalisme, je ne sais pas comment il faut le dire. Moi, j'ai l'exemple en particulier, par exemple, des divorces entre un couple français et japonais qui conduit à des enlèvements d'enfants que le parent français ne revoit jamais. Je dis bien jamais. Jamais, de toute une vie. Donc, ce sont vraiment des drames et ce sont parfois des jugements de divorce qui sont prononcés en France avec une grille de lecture française. Donc, on donne un droit de visite comme on le ferait dans un jugement de divorce français, sans comprendre le risque que derrière la lecture qui va en être faite, l'interprétation qui va en être faite au Japon n'a rien à voir. Et il n'y a pas que le Japon, il y a d'autres pays qui sont dans cette situation-là aussi. Donc encore une fois, ça rejoint ce que je préconise dans le rapport, informer, alerter, avertir nos administrations pour qu'elles aient ce filtre international. S'agissant de points plus techniques, mon collègue Meir Habib parlait des prélèvements sociaux. Je voudrais juste rappeler un point qui me paraît extrêmement important. Les prélèvements sociaux, pardonnez-moi de rentrer un tout petit peu dans le détail. Il y a 3 types d'assiettes sur lesquelles ils sont assis. L'activité, le patrimoine, le mobilier immobilier et puis le placement. Et seul, c'est très important de le comprendre, à l'origine, quand la loi a été votée en 92, seuls les revenus d'activité, les prélèvements sociaux sur les revenus d'activité correspondaient à une affiliation au régime de sécurité sociale. Pour tous les autres prélèvements sociaux, sur les capitaux mobiliers, immobiliers et sur les placements, ça n'est pas lié à une affiliation, il s'agit d'un financement de solidarité qui ne donne en aucun cas droit à une affiliation de protection sociale. C'est très important de le comprendre. Et du coup, dans notre situation, pour mes collègues qui ne sont pas bien avertis, les prélèvements sociaux dont parlait mon collègue Meir Habib, il s'agit des prélèvements sociaux imposés sur les revenus immobiliers et mobiliers auxquels n'étaient pas soumis jusqu'en 2012 les contribuables non résidents. Et depuis août 2012, ils y sont soumis. Et donc souvent, l'argument qui était avancé, c'était c'est pas normal parce qu'on n'est pas affilié à la sécurité sociale, on n'en bénéficie pas. C'est pas ça la bonne raison. La bonne raison, c'est autre chose. C'est que ça participe au financement d'un système de protection sociale, c'est un financement de solidarité. Et donc, quand la Cour européenne de justice est intervenue sur le sujet. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant dans une situation qui a été modifiée, qui fait que par la loi de finances 2019, ces prélèvements ont été supprimés pour les Européens et espace économique européen. Donc, il y a maintenant une discrimination entre les Européens et les non-Européens. La discrimination qui coûte précisément au budget de l'État 50 millions d'euros. C'est-à-dire que si on voulait étendre cette exonération aux non-résidents hors Union européenne, ça coûterait au budget de l'État 50 millions d'euros. On n'est pas sur des milliards d'euros. C'est juste 50 millions d'euros. Ce n'est pas
un trait de crayon, mais ce ne sont pas non plus des milliards et des milliards. Voilà, juste pour resituer, sachez, mes chers collègues, que le sujet reviendra en loi de finances 2020. Vous êtes certains que vous aurez des amendements qui seront proposés pour exonérer les contribuables non résidents habitant hors Union européenne. Et si ça ne revient pas en loi de finances, de toute façon, des avocats fiscalistes porteront le sujet jusqu'à la Cour européenne, très certainement. Je suppose que certains ont déjà préparé leur dossier pour plaider la discrimination qui n'est pas normale entre... Aujourd'hui, le contribuable non résident, qu'il soit européen ou non européen, c'est un contribuable non résident. Maintenant, on peut se poser la question, comme je l'ai dit dans le rapport, de savoir si dans quelques années, on ne peut pas avoir une vraie convergence fiscale européenne qui fasse que dans ce cas-là, on est résident fiscal européen ou non résident hors Union européenne. Ça serait ça la logique de l'évolution du projet européen. Les certificats de vie, oui, c'est en projet, ça va vraiment avancer. Je vois le GIP Union Retraite la semaine prochaine. Je les rencontre pour voir où ils en sont de leur projet, juste pour dire que la dématérialisation, qui paraît comme ça la solution, eh bien non, pas tout à fait, hélas, parce qu'on a des problèmes de sécurité et qu'on ne peut pas juste envoyer l'email avec le document par email, ça ne suffit pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'acheminement électronique de l'endroit où on se trouve, même si c'est le consulat qui l'envoie jusqu'à la caisse de retraite, peut être intercepté. Et le document, mais aujourd'hui, avec les attaques dont on est victime, on ne peut pas l'exclure. Donc, il se protège. On a eu trop de fraude pour ça. En revanche, le projet d'identité numérique sécurisée tel que le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi est en train de le préparer pour 2020 répondra complètement à la question, puisque nous aurons à ce moment-là le moyen, un outil qui nous permettra de prouver notre identité et que nous sommes vivants. Ça permettra les deux à la fois. Donc ça, c'est 2020. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment à nos portes. Ça paraît loin 2020, mais je sais bien. Je sais bien, mais j'ai le même... Absolument. Mais en tout cas, bon, l'État est conscient du sujet. On avance. Simplement, je voudrais aussi souligner une chose, que c'est un problème qui est lié aux caisses de retraite et que le problème, il est chez elles et qu'elles se défaussent quelque part sur nos consulats, sur nos postes diplomatiques et qui, parce que c'est nos valeurs et qu'il faut en être fiers, nos consulats ne laissent pas tomber nos ressortissants et du coup répondent à ces demandes pour éviter qu'ils se retrouvent sans pension de retraite qui ne seraient pas versées. Pour bien répondre, expliquer à nos collègues, c'est que donc lorsqu'on est retraité, on a l'obligation de fournir à sa caisse de retraite une fois par an, si on en a 6, 7, c'est chaque caisse de retraite, un certificat d'existence pour montrer qu'on est bien en vie, car il y a eu trop de fraude de gens qui mouraient à 120, 130 ans, etc. Voilà. Donc la correction a été apportée, mais avec effectivement des contraintes fortes. Moi, j'ai un ressortissant en retraite à Kyoto, sur une île japonaise au sud de Tokyo, et qui est très très âgé maintenant, et qui en plus ne parle pas français. Donc, je voudrais rappeler qu'il y avait 1,6 million de retraités à l'étranger, et pas seulement des Français, qui sont victimes du même système. Pierre-Alexandre Anglade qui posait la question du vote électronique. Pour être précis sur le plan du vocabulaire, j'y suis attachée. Il s'agit du vote par Internet que nous attendons. Donc, actuellement, la société mandatée pour le faire est en phase de test et il y aura des tests à grandeur nature proposés prochainement, pas tout à fait grandeur nature, mais en tout cas des tests assez avancés. Mais là aussi, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, rendra son verdict 2 mois avant les élections de 2020. Et si à ce moment-là, comme les hackers vont beaucoup plus vite que nous et que les failles de sécurité dans les systèmes informatiques vont beaucoup plus vite même que tout ce qu'on est capable de préparer, on peut avoir préparé un système parfaitement performant et solide, prêt pour fin 2019 et qui se révèle 2 mois avant l'élection avoir des failles. Alors, s'agissant des Français en Grande-Bretagne, alors je sais que les caisses de retraite se posent la question de savoir comment on va pouvoir liquider une retraite, mais dans mon rapport, ce n'était pas forcément directement ce sujet-là. Il y a une vraie inquiétude quand je suis passée à Londres, ils m'en ont parlé, mais franchement, il faut aller voir au cas par cas les caisses de retraite, les caisses de sécurité sociale, etc., comment c'est mis en œuvre, mais je n'ai pas la réponse, ce n'était pas forcément directement le sujet. Mais il y a une vraie inquiétude sur le sujet. J'ai répondu à mon collègue Christian Hutin et Samantha, je te remercie, j'espère que nous serons effectivement tous entendus. D'ailleurs, je reste en tout cas à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez à ce sujet. J'espère que le sujet vous aura intéressé et que les Français à l'étranger auront une oreille attentive de tout le monde, pas seulement de l'exécutif, mais aussi de mes collègues et de la France entière, parce que même à Dunkerque, je suis sûre qu'à Dunkerque, il y a des Français qui sont partis ou qui reviennent s'établir à Dunkerque. Et donc, en fait, vous êtes tous concernés parce qu'avec la rotation de nos communautés, il y en a forcément chez vous.